a trois protagonistes. D'abord, Vitali Pavlyuchenko, l'accusé qui a braqué une bijouterie scarbecoise. Ensuite, avec son complice, dit le Tchèque, qui a tiré sur le troisième protagoniste, Elie Robert, bijoutier de la boutique cambriolée. Et le Tchèque a réussi à s'enfuir. Monsieur le Président, messieurs les jurés, je me tiens devant vous aujourd'hui pour défendre ce qu'il reste de la vie d'Elie Robert et de ses enfants, Julie, âgée de 5 ans, et Mathieu, l'aîné, âgé de 11 ans. Ceux-ci doivent désormais se débrouiller seuls et payer cher, très cher, peut-être même trop cher, le crime de Vitali Pavlyuchenko. Que vont devenir maintenant ces enfants, privés de l'amour et de la tendresse de leur père, qui représentait tant à leurs yeux? Alors, vous me direz que le temps fera son œuvre et qu'il effacera de leur mémoire d'enfant le cauchemar du meurtre de leur père? Eh bien non. Sachez qu'ils devront supporter à jamais le poids de son absence. Qu'à jamais ils devront supporter le souvenir atroce qu'aucun enfant sur terre ne mérite d'avoir. Le souvenir abominable qu'aucun enfant sur terre ne devrait avoir. Le souvenir de mort que Vitali Pavlyuchenko leur inflige, et ce pour toujours. Je vous demande, messieurs les jurés, de ne pas oublier qui était la personne d'Elie Robert. Elie naquit le 5 mai 1965 à Uccle. Il fit des études de comptable et apprit l'art du métier grâce à son père, qui consacrait énormément de temps à l'éducation de son fils unique. Finalement, en 1994, ses parents lui cédèrent la bijouterie familiale. N'oubliez pas, messieurs, qu'Elie était un père attentionné, un homme bon, un homme juste, un homme généreux qui aimait la vie. Un homme qui aimait tant la vie qu'il fut prêt à la défendre jusqu'à son dernier souffle. Car c'est bien pour cela que nous sommes tous réunis dans ce lieu, empreints à la fois d'émotion, de tristesse, mais aussi de justice. Il vous incombe la lourde tâche, non pas d'écraser l'accusé Vitali Pavlyuchenko, non pas de lui pardonner, mais bien de le juger comme vous jugeriez n'importe quel citoyen belge qui commettrait un crime de sang. Car c'est bien de cela dont il est question aujourd'hui. Il est question de savoir quand l'accusé sera-t-il enfin responsable de ses actes? Quand répondra-t-il? Quand les assumera-t-il? N'est-il pas de temps, messieurs, qu'enfin justice soit rendue? Je vous rappelle que cet homme, Vitali Pavlyuchenko, qui depuis qu'il a 10 ans vit en Belgique, va à l'école à Bruxelles et côtoie d'autres jeunes de son âge, a pourtant décidé, ce mardi 5 février 2013, de prendre non seulement la vie d'Elie Robert, mais également d'anéantir la vie de plusieurs autres. Voilà pourquoi je vous demande, messieurs, de déclarer Vitali Pavlyuchenko coupable du chef d'accusation de meurtre commis pour faciliter le vol, puni de la réclusion à perpétuité par l'article 475 du Code pénal. Messieurs, il me semble nécessaire que nous nous penchions sur les faits. Laissez-moi donc vous relater les événements de ce mardi 5 février 2013. Aux alentours de 15 heures, heure à laquelle les enfants sortent de l'école, leurs parents les attendant à la sortie, l'accusé ici présent ainsi que son complice, dit le Tchèque, décide de franchir le seuil de la bijouterie. Que dis-je? Le seuil de l'illégalité. Ils décidèrent de franchir le seuil d'un avenir malheureux, d'un avenir qui attend chaque meurtrier. Messieurs, il me paraît primordial que vous cerniez bien la situation de ce jour noir qu'a connu la famille Robert. Elie, désemparé, incapable de réagir, voit deux hommes, chacun armé d'une batte de baseball, pénétrer de force dans sa bijouterie, en brisant la porte d'entrée. Bijouterie où sont déjà présents 3 clients, une vieille dame, accompagnée de son petit-fils, ainsi qu'un trentenaire. Impuissant, il assiste à la scène. Les deux hommes, d'un ton ferme et menaçant, les enjoignent de rester immobiles. Le temps pour eux de s'emparer des bijoux, et leur assurant que s'ils obéissent, ils ne leur feront aucun mal. Car faire du mal, ou plutôt faire le mal, ils l'ont décidé, je vous l'assure, dès le moment où ils ont pénétré dans la bijouterie. L'avertissement ainsi donné,
Ils s'empressent à l'aide de leurs battes de baseball de briser les vitrines des présentoirs. S'en prennent le plus de bijoux possible, de préférence ayant le plus de valeur, évidemment. S'attaque au suivant lorsque le précédent est littéralement dépouillé de son contenu. Il vide en précisément 5 minutes la quasi-totalité des biens présents dans la bijouterie de la victime. Bijoux dont nous avons ici les photos, que j'aimerais faire parvenir au membre du jury, afin qu'ils cernent bien de quel type de bijoux nous parlons et de ce qui a été dérobé à Élie Robert. 5 minutes de braquage. 5 minutes. C'est long, n'est-ce pas? Ce sont exactement les 5 minutes que je viens de vous prendre pour mon réquisitoire. Mais ce sont également les 5 longues minutes pendant lesquelles les témoins du pillage ont assisté à un assaut méticuleux, précis, bien rodé de la bijouterie. Comme s'ils avaient répété encore et encore cet exercice avant de passer à l'action. Toutefois, revenons-en au comportement de l'accusé. Les présentoirs ainsi vides, mais les deux comparses toujours insatisfaits du butin, leur soif de bijoux étant insatiable, la décision est vite prise de réclamer le contenu de la caisse au malheureux Élie Robert. Vitali Pavlochenko va se poster en faction entre la porte d'entrée et les témoins effrayés, entassés dans un coin, tentant tant bien que mal de se protéger de ces deux intrus. Le Tchèque, lui, se rapproche d'Élie Robert et lui hurle de lui remettre la recette du jour. Élie, terrifié, enclenche l'alarme, sort son revolver qu'il a acquis en 2007 suite au second vol amarré dont il a été victime. Il sort son revolver et tire 2 coups de feu. Un premier en direction du Tchèque et un second en direction de Pavlochenko, resté donc près de la porte d'entrée. Seulement, messieurs, il me semble important de souligner auprès de vous que ne s'étant jamais servi de cette arme avant, et sous le coup de la panique la plus totale, sa vie étant menacée par ces deux individus armés, Élie ne pouvait réellement s'attendre à atteindre l'une de ses cibles. Il ne pouvait réellement s'attendre à tirer droit et juste. Non, messieurs, il ne s'agissait que d'un acte désespéré, d'un homme dont la vie était menacée. C'est d'ailleurs mal connaître le Tchèque qui, profitant du désordre de la pagaille, s'approche discrètement d'Élie Robert, discrètement, se place à 1 mètre de lui, sort son arme restée cachée sous sa veste depuis le début, lève le bras, vise bien droit et tire 2 coups de feu en direction d'Élie Robert, à bout portant. La première balle termine sa trajectoire en pleine poitrine, l'atteignant en plein cœur. La deuxième finit entre ses 2 yeux. Des yeux qui plus jamais ne verront les rayons du soleil. Des yeux qui plus jamais ne se poseront ni sur Julie, ni sur Mathieu. Des yeux condamnés à rester fermés ad vitam aeternam. Il est plus ou moins 15h, 7 minutes et quelques secondes lorsqu'Élie Robert inspire, puis expire pour la dernière fois dans sa vie. Il est là, étendu, immobile, mort, baignant dans son sang, les bras dans une position étrange, une position de mort, le regard vide, le regard apaisé. Il est là, mort, étendu au sol, et pourtant il semble en paix. Contrairement à M. Robert, le Tchèque ne s'attendait pas à rater sa cible, lui. Il ne s'attendait pas à rater son objectif, lui, et il n'a pas attendu plus de 5 minutes avant de sortir son arme, lui. Car le Tchèque sait manier l'arme, a déjà tiré à l'entraînement, et s'est muni de cet engin de mort dans le but de s'en servir s'il le devait. Le devoir, il l'a dû, et s'en servir, il l'a fait. Tout à coup, la situation s'aggrave pour les 2 amis. Ils sont conscients de ce qui vient de se produire, de ce qu'ils ont fait se produire. Ils sont conscients de ce qu'ils ont infligé à ce pauvre homme, désormais étendu, mort derrière son comptoir. Ils s'échangent des mots virulents en langue étrangère, et chacun muni d'un sac rempli de bijoux s'empresse de prendre la poudre d'escampette. Les témoins, encore choqués par ce meurtre, racontent qu'au passage, le Tchèque menaça, arme à la main, les témoins présents en des termes qu'ils ont décrits lors de l'instruction comme étant lourds de sens.
prononcé avec un accent que je vais d'ailleurs m'efforcer d'imiter, pour que vous compreniez bien la situation dans laquelle se trouvaient les victimes. Ainsi, le Tchèque, arme à la main, le canon encore fumant, regardant les témoins droit dans les yeux, leur hurle: vous, rien vu, rien dit. J'aimerais faire parvenir au jury la photo du cadavre d'Élie Robert, ainsi que j'aimerais faire parvenir au jury d'une douille et de l'arme du crime. Dans les minutes qui ont suivi leur fuite, Vitali Pavlochenko se fit intercepter par la police à seulement 500 mètres à peine de la bijouterie. Malheureusement, le Tchèque, lui, court toujours. Alors, certains vous diront que seul le Tchèque avait connaissance de l'arme, que Vitali ne connaissait pas l'existence de ce 9 mm. S'il vous plaît, messieurs, oubliez cette fourberie, oubliez cette tromperie. Vitali connaît le Tchèque depuis maintenant 7 mois. Ils se sont fréquentés régulièrement pendant cette période, ont fréquenté les mêmes personnes peu recommandables, les mêmes endroits aux mœurs légères. Ils ont fréquenté les mêmes envies d'argent facile, les mêmes idées pour tenter d'y parvenir, et finalement, les mêmes projets concrets pour y arriver. Non. En réalité, il n'existe aucun doute possible quant à la connaissance préalable par Vitali Pavlochenko de l'existence de l'arme et de sa possession par le Tchèque. Ils étaient tous les deux préparés à tout faire pour arriver à leur fin. Ils étaient préparés à tuer s'ils le devaient. Tels sont les faits, messieurs, que vous avez appréciés. Alors peut-être je pourrais m'en tenir là et vous laisser le soin de conclure. Mais je me dois de vous rappeler l'importance de la mission que la justice vous a confiée. De la mission, qui désormais est la vôtre. Cette mission pour laquelle vous avez été tiré au sort, ou plutôt pour certains, élus par la Providence. Je ne vais pas vous mentir, pour rien au monde, je n'échangerai ma place avec la vôtre. Le rôle du représentant du ministère public que je suis, l'État et le système judiciaire que je représente, tout cela n'est rien sans la participation du citoyen à la dernière prise de décision dans un procès d'assises. Il n'est rien sans la participation du jury, il n'est rien sans votre participation, messieurs, il n'est rien sans vous. C'est pourquoi je vous en conjure, je vous implore, messieurs, lorsque vous irez vous isoler pour délibérer, oubliez pour un temps les belles, les éloquentes paroles que vous allez entendre de la part de la défense. Placez-vous en la présence des faits du procès, qui dans cette affaire parlent d'eux-mêmes. N'écoutez pas le bruit de dehors, le bruit des médias, quels qu'ils soient, qui n'ont pas à avoir accès dans ce lieu. Relisez la belle formule de votre serment et revenez ici avec le verdict d'homme juste, le verdict d'homme bon, le verdict d'homme qui ne laisse pas les pulsions du cœur voiler la raison de leur conscience. Je vous en conjure, messieurs, revenez ici avec le verdict qui, j'en suis sûr, sera le vôtre et celui de votre morale, mais sera également celui de la culpabilité de Vitali Pavlochenko pour le meurtre dont il est responsable. On vous a maintenant promis le plaisir délicat d'entendre le grand orateur du barreau bruxellois, Maître Saadi, que l'accusé a appelé à son aide. Je ne vais plus vous retarder de ce moment tant attendu. Monsieur le Président, Messieurs les jurés, je tiens dans un premier temps à remercier l'avocat général, Loïc Van den Ende, pour ce sanglant réquisitoire. Car oui, messieurs les jurés, les mots peuvent dans certains cas revêtir un caractère tout aussi sanglant que le meurtre dont a été victime monsieur Élie Robert. Je vous demande, messieurs les jurés, de vous replonger un instant dans votre temps d'enfant.
Les premiers souvenirs de mon enfance renvoient à ces promenades matinales, le long des côtes belges en plein mois de juillet, lorsque, tenant la main de ma mère, nous entendions religieusement les discours du paternel, nous rappelant à quel point il est nécessaire, pour l'avenir du genre humain, de s'aimer les uns les autres, de ne pas faire à son prochain ce qu'on ne voudrait pas subir soi-même. Ces souvenirs-là, mon client, le jeune Vitali Pavlochenko, ne les partage pas. Il est né dans un petit village de Crimée, le 25 octobre 1993. Ses parents étaient d'honnêtes paysans, aimants à l'égard de leurs enfants, malgré les difficultés financières auxquelles ils ont dû faire face. Au lendemain de la célébration du 10e anniversaire de Vitali, alors qu'il se promenait en voiture, au détour d'une ruelle mal éclairée, un conducteur ivre faucha la voiture de la famille Pavlochenko. Cet accident fut fatal. Vitali survit, mais le conducteur ne laissa aucune chance aux parents de Vitali. La tante de Vitali, honorable femme, l'a emmené avec elle en Belgique, où elle l'a élevé comme son propre fils, mais le séparant par la même occasion de ses 2 frères et sa sœur, restés en Crimée. Commence alors son parcours scolaire à Bruxelles. Je vous demande, messieurs les jurés, de vous replonger à nouveau dans votre enfance, dans votre idylle enfance. Les balades à vélo avec papa et maman, les berceuses de maman facilitant la transition entre l'état conscient et la somnolence des bras de Morphée. Vitali, lui, est orphelin depuis l'âge de 10 ans. Son éducation fut reliée par sa tante, mais nul n'est sans savoir que personne, je dis bien personne, ne peut remplacer l'amour d'une mère. Alors, à côté de l'image harmonieuse et pacifique que l'on se fait de l'enfance, il existe une autre réalité, celle de la cour de récré. Peut-être que cela en fait sourire certains d'entre vous. Moi pas. Figurez-vous que jusqu'à l'âge de la puberté, j'étais ce qu'on appelle un enfant en surcharge pondérale, pour ne pas dire obèse. Je vous assure que je porte encore en moi, à l'heure d'aujourd'hui, les traces des moqueries de mes camarades de classe. Vitali, lui, a eu moins de chance que moi. Il est arrivé dans un pays qui n'est pas le sien, dont il ne connaît ni la langue, ni les codes sociaux. La conséquence, pour lui, a été catastrophique. Il était perçu par les autres enfants comme celui qui ne sait pas parler, le muet, le bizarre, l'étranger. Avec le temps, la marginalisation dont il a été victime s'est accentuée. Privé d'amour, privé de considération, privé d'assistance, privé d'existence, nul ne mérite de vivre une enfance telle que celle qu'a vécue Vitali Pavlochenko. D'aucuns me rétorqueraient peut-être que ces souffrances ne justifient aucunement la commission d'une infraction. Et pourtant, le dédain, le mépris, l'ignorance, l'indifférence sont autant de sentiments qui ont imprégné les comportements auxquels mon client a dû faire face durant toute son enfance. Autant de comportements, certes, non incriminés par le législateur, mais ayant des conséquences tout aussi terribles pour le vécu d'un individu. Il est en effet aisé de juger avec la plus grande sévérité ce jeune homme de 20 ans, en se drapant d'une vertu, plus de toute épreuve, comme vous incite à le faire, monsieur l'avocat général. Mais au fond, n'avons-nous pas tous une part de responsabilité dans ce drame? Chacun dans cette salle est un acteur de la société dans laquelle nous vivons. Et non, je ne vous parle pas d'acteurs économiques ayant un certain pouvoir d'achat, comme la société individualiste dans laquelle nous vivons nous amène à penser, non. Je vous parle d'acteurs humains, à part entière, dont la somme de nous acteurs forme ce qu'on appelle la communauté humaine. Gardez ceci à l'esprit, messieurs les jurés. Il s'agit du jugement d'un être humain, d'un jeune être humain, qui a souffert. Où étions-nous lorsque Vitali souffrait? Des jeunes Vitali, vous savez, il y en a partout. Ces jeunes personnes qu'on ignore à longueur de journée, uniquement parce qu'ils sont différents de nous. Souvenez-vous de votre parcours scolaire. Ces jeunes personnes que nous prenons comme victimes
qui nullement ne tolérait ces agissements persécuteurs, mais se murait dans le silence. Le silence est d'or, mais parfois il est lâche, corrompu, coupable, complice de ce qu'il cache. Une seule main tendue vers Vitalie, un seul sourire aurait peut-être suffi à éviter le pied. Alors évidemment, nous n'allons pas poursuivre le conducteur qui a fauché les parents de Vitalie. Évidemment, nous n'allons pas poursuivre les camarades de classe de Vitalie qui n'ont jamais eu de considération pour lui, et pire encore, l'ont persécuté. Évidemment, chaque personne dans cette salle ne répondra pas du crime dont a accusé Vitalie. Ce serait violer le principe de la responsabilité pénale personnelle. Mais si seulement nous parlions d'un meurtre, d'un crime. De quel crime parle-t-on? Du meurtre d'Élie Robert pour faciliter le vol de sa bijouterie? Mais Vitalie n'a tué personne! Il ne nie aucunement avoir participé au fait principal, le vol des bijoux. Le vol. D'ailleurs, pouvons-nous l'en blâmer? Il avait besoin d'argent. Et non pour s'acheter la dernière Ferrari, monsieur l'avocat général, non. Non, messieurs les jurés, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus de vivre dans le confort que lui procurait sa tante, certes à nos yeux, à la limite de l'insalubrité, mais beaucoup plus confortable que la vie menée par ses deux frères et sa sœur restés en Ukraine. Le relevé de la messagerie de Vitalie Pavlochenko nous apprend qu'il recevait de nombreux appels de son frère d'Ukraine, faisant état de la misère financière qu'ils éprouvent et de l'urgence d'envoyer au plus vite de l'argent. Voilà la raison du vol des bijoux. Ce soir, messieurs les jurés, vous aurez en effet la lourde tâche de juger du comportement d'un jeune homme de 20 ans. Et heureusement que la justice est ainsi faite. Heureusement qu'un jury populaire est institué en cour d'assises. Car contrairement à ce que l'avocat général affirme, lorsqu'on a à juger du comportement d'un individu, il est indispensable de prendre en compte la souffrance qu'il a vécue, la personnalité du dit individu, intrinsèquement liée aux faits qui vous sont soumis. Je vous rappelle que Vitalie Pavlochenko n'a pas d'antécédent judiciaire. Son casier judiciaire est strictement vierge. Et la première erreur qu'il commet dans ce lourd et douloureux parcours qu'a été sa vie lui vaudrait la réclusion criminelle à perpétuité. Mais dans quelle société vivons-nous? Qu'en est-il des caractéristiques d'une peine? Faisons-nous fi de la réhabilitation, de la réinsertion sociale? Vitalie arrêta donc ses études en 5e humanité, à la fois pour ne plus vivre le calvaire qu'il subissait de la part de ses camarades de classe, mais également et surtout pour trouver un emploi et subvenir aux besoins de sa famille. Emploi qu'il ne trouva jamais. Un soir de juillet, il fait la rencontre du Tchèque, présenté par l'un de ses amis. Le Tchèque et lui se fréquentent régulièrement, jusqu'au jour où le Tchèque lui propose l'occasion rêvée de se faire de l'argent rapidement. Quelle aubaine! Au bout de quelques semaines d'hésitation, semaines durant lesquelles Vitalie continue de recevoir les appels insistants de son grand frère, il marque son accord et prépare avec le Tchèque le vol de la bijouterie. Et oui, je vous parle bien du vol de la bijouterie. Car demander au jury si Vitalie est coupable de meurtre et en faciliter le vol est une aberration. C'est scandaleux. C'est le Tchèque qui a tué. C'est tout bonnement scandaleux. Et tout aussi scandaleux que la théorie juridique en vertu de laquelle il devrait être responsable de la circonstance aggravante de meurtre. Et oui, en droit positif belge, il existe une théorie, appelée la théorie de l'emprunt matériel de criminalité, qui dans l'une de ses facettes rend les co-auteurs d'une infraction principale, en l'espèce le vol, automatiquement responsable du chef des circonstances aggravantes réelles inhérentes à l'infraction, comme le meurtre de la victime en l'espèce. Mais trouvez-vous logique, normal, humain, juste qu'un individu qui participe à un vol de bijouterie soit condamné pour un meurtre commis par l'auteur principal, alors qu'il ne savait même pas que le Tchèque possédait une arme et qu'il comptait s'en servir? Quand bien même savait-il que le Tchèque possédait une arme? C'est au ministère public qu'il revient de le prouver. La condamnation de la Belgique par la Cour européenne
saisi de la conformité de cette théorie, n'a-t-elle pas suffi à l'abandonner? Et nos cours et tribunaux voudraient nous faire croire que l'arrêt de condamnation de la Belgique ne toucherait qu'à certains aspects procéduraux des procès d'assises. Ce n'est du moins pas l'avis de l'éminent professeur Franklin Cutty, qui dénonce cette théorie. Dans un article publié en 2008 dans la revue de critique de jurisprudence belge, affirmant qu'il serait grand temps et qu'il serait fort heureux que la Belgique abandonne cette théorie au profit d'une responsabilité pénale personnelle à base de faute. Messieurs les jurés, rappelons que pour la Genèse, Franklin Cutty est substitut du procureur du roi également, source que monsieur l'avocat général, Loïc Van den Ent, ne saurait qu'approuver. Messieurs les jurés, ne soyez pas dupes, cette théorie juridique n'est que le maquillage politique d'une volonté bien précise. Il est en effet un exercice bien difficile, voire impossible dans certains cas pour le ministère public, de prouver dans le chef du coauteur l'intention, la volonté de résultat de participer à la circonstance aggravante de meurtre. Cela revient à sonder l'esprit de Vitali. Or, il n'existe à ma connaissance aucun instrument capable d'une telle prouesse. Mais le doute n'est-il pas censé profiter à l'accusé? Serions-nous passés du côté obscur? Le modèle américain a-t-il contaminé notre procédure au point que celle-ci soit devenue accusatoire? Je me le demande bien. Les rédacteurs du Code civil justifient cette théorie par le fait qu'un criminel qui participe à une activité criminelle assume tous les risques de cette activité. Il justifie cette théorie par la nécessité de combattre la criminalité organisée. Mais cette nécessité justifie-t-elle la violation du droit au procès équitable, la violation des droits de la défense, la nécessité de combattre la criminalité organisée? Justifie-t-elle la violation du principe de la responsabilité pénale personnelle? Vous savez, ce vieux principe, en vertu duquel nous ne répondons pénalement que des actes que nous avons personnellement commis. C'est ce même principe en vertu duquel personne dans cette salle ne peut être condamné pour le meurtre commis par le Tchèque. Il ne retient pas la circonstance aggravante de meurtre dans le chef de Vitali. Cela aurait pour conséquence que la justice, que vous condamneriez un individu pour un acte qu'il n'a pas commis. Cela aurait pour conséquence qu'un individu, le jeune Vitali ici présent, assume le comportement d'un autre individu, le Tchèque, qui lui, monsieur, lui, reste introuvable. Je vous remercie. Ceci étant dit, parfois j'avais un peu l'impression que vous preniez trop de temps pour en arriver au fait. Que ça tournait un peu en rond, ça tournait, on ne savait pas très bien où ça allait en venir. Et c'est un petit regret que j'ai par rapport à ce que, par rapport à la manière dont vous avez plaidé. Ça donnait un peu l'impression, malgré, je dirais, votre capacité théâtrale, ça donnait un peu l'impression de longueur par moment.
Ce que j'ai regretté aussi, c'était trop de déplacements. Vous vous déplacez beaucoup. J'espère même venir ici, pour vous dire. C'est bien que vous ne l'ayez pas vu. Mais donc trop de déplacements. Et donc j'avais l'impression que dans l'ensemble, il y avait cette joute oratoire, il y avait ce côté théâtral, mais qui reposait beaucoup moins sur le solide qu'on aurait voulu entendre. Donc parfois, il vaut mieux d'être un peu plus sobre, simplement. Et donc voilà les quelques observations que je voulais vous faire. Quant à M. Van den Ende, je dois vous avouer que votre plaidoirie m'a réellement séduit. Vous étiez bien détaché de votre texte, enfin, il n'y avait pas de texte visible. On a envie à tout moment d'entendre la suite. C'est à la fois crédible, vous construisez sur du solide, mais sur ce solide, vous avez quand même ce talent oratoire. Et malgré tout, vous restez relativement sobre. Vous avez à tout moment, pour moi, le ton juste. Outre le fait que je trouve que vous avez vraiment un talent oratoire. Là, je voudrais vraiment vous féliciter pour ce talent. Je dirais que si j'avais pu, je voulais en réalité vous mettre 9,5. Mais malheureusement, je cherchais, mais je n'ai pas trouvé de 9,5. Juste parce que, par moment, vous aussi, vous avez fait des grands déplacements, des longs déplacements qui dérangent un tout petit peu quand on écoute quelqu'un ou quand on est dans ce genre d'exercice. Mais c'était rare. Sinon, votre gestuelle était parfaite, les phrases étaient bien construites. C'était une vraie plaidoirie qu'on avait envie d'entendre jusqu'au bout. On voulait se laisser convaincre et en tout cas, en ce qui me concerne, j'étais convaincu. Donc, je vous remercie pour vraiment cette superbe plaidoirie.
statuer? Est-ce que c'est la remise en cause du droit positif? Souvent, il est mieux d'un peu choisir plutôt que de passer un peu sur tous les registres. Et il y avait certaines malhabilités, c'est que il faut faire attention, toujours quand on plaide, à se dire, mais quel est le boomerang qui pourrait me revenir? Et par exemple, quand à certains moments vous disiez, ben oui, évidemment, messieurs les jurés, pensez à votre enfance, vous avez une belle enfance. C'est un peu dangereux parce qu'il se peut très bien qu'il y ait des jurés qui n'aient pas une belle enfance. Et alors, ce juré-là, il va se dire, ben oui, ben moi, je n'ai pas une belle enfance, c'est pas pour ça que je tue ou que j'accompagne quelqu'un pour tuer. Ça se retourne contre vous. De même, quand vous parlez de la surcharge pondérable, peut-être qu'il y en a un autre. Mais moi, je n'ai pas, c'est pas pour ça que je tue. Donc, il faut faire attention. Il vaut mieux plutôt se méfier de tout ce qui peut. Voilà. Mais en tout cas, c'était un très beau moment, je crois. Nous allons maintenant procéder à une très courte pause, vraiment très courte. N'oubliez pas de remettre votre bulletin de vote et faites attention, vous ne pouvez voter pour une seule personne. Voilà, un grand merci, à tout de suite. Il a choisi Catherine Cause. Je désigne le groupe pour la partie Norine. Bien, le groupe, pour pas que ça serait une surprise, c'est M. Faudel Saadi et M. Loïc Van Der.